Dites-vous qu'ici, vous avez un blaireau qui croyait aux équipes africaines pour cette Coupe du Monde 2026. Alors, il reste bien évidemment le Maroc, qui est une équipe extrêmement intéressante, extrêmement dangereuse. Mais je peux quand même dire qu'en termes de pronostic, je viens de me prendre une gigantesque climatisation. Salut tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 juillet 2026. La climatisation, l'Angleterre a failli la prendre face au Congo, mais finalement Harry Kane a été le sauveur de sa nation. Nous débrieferons le match et on parlera également de la Belgique qui se faisait martyriser par le Sénégal et qui a réussi miraculeusement à redresser la tête en toute fin de match pour aller décrocher une qualification au terme d'une période de prolongation ô combien haletante. C'était deux matchs absolument passionnants et ça me fait très plaisir de vous en parler. Il y avait un troisième match moins passionnant, on va pas se le cacher, c'était les États-Unis d'Amérique contre la Bosnie-Herzégovine, un match remporté par les USA, un match avec une polémique d'arbitrage également, une fois n'est pas coutume, on en parlera parce que ça va pas forcément dans le sens de ce qu'on peut imaginer sur le papier. Nous parlerons ensuite Mercato avec deux dossiers passionnants là aussi, Tonali qui va du côté de Tottenham pour une somme qui représente un gros cassage de banque pour les Spurs, et Sebari qui est un petit peu la sensation du Maroc depuis le début de cette Coupe du Monde et qui va du côté du Bayern Munich, une très grosse signature à surveiller de près également. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Bon, on peut dire qu'on a assisté à un miracle pour la Belgique. Alors, je suis content parce que la Belgique, c'est un petit peu mon deuxième pays lors des compétitions internationales. C'est une sélection que j'aime beaucoup, mais je peux pas m'empêcher d'être dégoûté pour le Sénégal. Le Sénégal a une bonne équipe. Le Sénégal a fait beaucoup de matchs intéressants au cours de cette Coupe du Monde. Le Sénégal avait des qualités pour faire clairement mieux que cette élimination à ce stade de la compétition, mais au bout d'un moment, le Sénégal a manqué les occasions quand elles se présentaient. Et tu peux avoir un accident, tu peux avoir deux accidents, mais là ça fait quand même 3 matchs où je sors un petit peu frustré pour les Sénégalais. Donc il n'y a pas de hasard. Je serais tenté de dire qu'il n'y a que Eden Hazard, mais Eden Hazard ne joue plus pour la Belgique. Ça a donc fait 3-2 au terme de prolongation ô combien haletante. Et la dinguerie, c'était que le Sénégal menait 2-0 jusqu'à la 86e. C'est absolument terrible de se faire remonter et ça a amené une déclaration polémique de Rudy Garcia qui l'a corrigé par la suite. Je vous éclaire tout ça. Rudy Garcia, en fait, a dit que ces équipes ne savaient pas tenir leur structure jusqu'au bout. Et évidemment, ces équipes étaient très suspicieux. En plus de ça, c'était super chelou, même sans partir dans ce genre de procès, de voir Rudy Garcia faire un petit peu le coq alors qu'il est passé à ça de la catastrophe. Et après, interrogé par un journaliste sénégalais en conférence de presse, il a tenu à dire que ses propos avaient été mal compris, que la prolongation était ô combien serré et que finalement le Sénégal méritait autant que la Belgique de se qualifier, même si c'était les Belges qui s'en tiraient. Chacun se fera son avis là-dessus, nous on va se concentrer sur le football. Voici les compos qui étaient alignés. Et Tielemans, héros du soir, double buteur, ça a vite fait oublier son début de match qui a été moins exemplaire. Lukaku entrant à la mi-temps, bien meilleur que Decateler qui a finalement beaucoup désonné, mais qui dans le même temps a été très peu trouvé, ce qui est un bel exploit. Évidemment, je dis ça ironiquement. Je trouve que Kevin De Bruyne, il a l'air fatigué et vieillissant, et Doku, on sait qu'il y a beaucoup d'extra sportifs qui tournent autour de lui en termes de sujets, pour le meilleur comme pour le pire, problème respiratoire, naissance de son premier enfant, déplacement, polémique. Encore une fois, félicitations à lui, il n'y a que ça à dire, mais le joueur de Manchester City n'est pas forcément au niveau attendu, ce qui fait que cette Belgique, on a eu un gros Lukaku, on a eu un gros Tielemans, mais en dehors de ça, c'était quand même assez décevant. Et en face, du côté du Sénégal, Sarr, il est impliqué dans la majorité des bons coups de son équipe, et franchement, il est auteur d'un gigantesque mondial. Diarra, au-delà du but, c'est un volume, mais qui est juste impressionnant qu'il a offert au cours de cette rencontre. Dio, c'était pas au niveau par contre, et Camara en entrant non plus. Et en fait, les entrants, ça a joué un rôle majeur au cours de la rencontre, parce que Rudy Garcia a fait beaucoup de changements. Je parlais de Lukaku, mais ça n'a pas été le seul. Un peu avant la 60e, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé du côté de la Belgique, et en fait, j'ai l'impression que tous les entrants belges ont été bons, et on peut pas dire autant pour le Sénégal, bien au contraire. Et en fait, ce qui me gêne un petit peu dans la lecture, la structure s'est effondrée pour le Sénégal à la fin de la rencontre, c'est qu'ok, la première mi-temps était sénégalaise, ok, la Belgique a poussé très fort au cours de la seconde, mais durant les prolongations, c'était relativement équilibré. En fait, on avait deux équipes qui se regardaient face à face, qui affichaient à peu près le même niveau, et ça a tourné en faveur de la Belgique.
mais ça aurait pu être les Sénégalais. Reste que voici la suite du parcours pour les Belges. Ce qui les attendent, c'est une rencontre contre les USA. Évidemment, face aux États-Unis, les Belges sont favoris, mais attention, quand je vois ce match, je suis pas non plus 100% confiant pour les Belges. Décidément, c'est une Coupe du Monde qui est riche en presque exploits. On a eu presque un exploit du Congo face à l'Angleterre. On a cru que les hommes de Thomas Tuchel allaient se faire sortir conformément à la réputation des Anglais qui est d'avoir une équipe absolument énorme mais qui déçoit systématiquement. Sauf qu'un prince, le prince Harry, que dis-je, le roi tel que je vais l'appeler désormais, en a décidé autrement, un doublé en toute fin de match qui a annihilé les espoirs congolais. Voici les compos qui étaient alignés. Mpassi a été aussi bon que Pickford a été mauvais et ça c'était quand même un sacré challenge. Sipenga, beaucoup de déchets mais un but et du danger à porter. Et en face j'ai bien aimé le milieu Anderson, Rice, Bellingham. En fait l'Angleterre a pas sombré à cause de l'entrejeu mais c'est plutôt défensivement où le gardien, les centraux, les latéraux, je trouve qu'il y a un véritable sujet et ils sont plus ou moins tous passés à côté de leur match. Évidemment les Anglais retiendront Harry Kane pour son doublé, il fait partie des joueurs qui sont en lice pour le titre de meilleur buteur de la compétition. La concurrence est féroce mais le joueur du Bayern Munich, eh bien il est féroce lui aussi. Dessa Brady qui s'était battu à l'image du peuple congolais qui était combatif, qui est combatif et effectivement c'est une équipe qui n'a absolument rien lâché sur le terrain, une attitude absolument exemplaire, des joueurs qui bougeaient comme un seul homme et ça vous prouve un truc, c'est qu'en fait quand tu arrives à marquer un but assez tôt dans la rencontre, quand tu as une bonne organisation, que tu as un état d'esprit exemplaire et que finalement tactiquement tu es droit dans tes bottes, bah tu as beau avoir moins de qualité individuelle, parce que bien évidemment les Anglais avaient plus de qualité individuelle, bah t'as pas forcément à rougir. Et les Congolais se sont pas écroulés au cours de cette rencontre, ils ont résisté bien longtemps et ils ont résisté aux assauts anglais qui se faisaient de plus en plus pressants. C'est pas non plus la news du siècle de voir Harry Kane réussir à marquer en toute fin de match, mais à un moment, il y avait quand même un scénario qui pouvait se dessiner autrement et les Anglais sont pas passés loin de la frayeur et de rentrer chez eux en se disant on est tombé face à un grand gardien, une équipe très cohérente et on l'a payé. La suite du parcours pour les Anglais, ce sera donc un affrontement intéressant face au Mexique. Et d'ailleurs, ce sera au stade de Mexico. Moi, je pensais que le Mexique allait arrêter de jouer à domicile à partir de cette phase des tours finales. Mais non, on aura un match du côté du stade de Mexico. Et ça, c'est un atout majeur pour les Mexicains. Parce qu'on l'a vu, à domicile, l'ambiance est brûlante, le soutien est indéfectible. Ça promet un grand match en termes de spectacle. Eh bien, mine de rien, ça avance petit à petit pour les USA au sein de la Coupe du Monde qu'ils organisent dans leur pays. Ils vont désormais accéder aux 8e de finale. Alors certes, les 16e face à la Bosnie-Herzégovine, c'était pas forcément l'adversaire le plus dangereux de la compétition, très loin de là, mais j'insiste pour dire ce que je répète depuis le début de la compétition, les USA sont pas aussi nazes que ce que certains prétendent en termes de football. Voici les compos qui étaient alignés. Balogun, que j'appellerais Balogun, cette circonstance, buteur puis expulsé. Alors le rouge est extrêmement dur, Pochettino a mis ça en face de l'action de Messi face à l'Algérie en disant qu'il y avait un arbitrage à deux vitesses et honnêtement je suis très surpris de voir la sévérité sur Balogun alors que finalement l'arbitrage jusqu'à présent dans cette Coupe du Monde a plutôt été du genre à laisser jouer et à pas sanctionner de manière démesurée. On peut pas accuser les Américains de profiter d'un arbitrage maison parce que là c'était très très raide. En dehors de ça, Tillman est sans doute l'homme du match, il est buteur mais il est aussi impliqué sur l'autre bon coup de la rencontre, il a été l'atout phare des États-Unis, Rem était aussi en mode patron et en face, bah t'as eu un gardien très décevant. Et partant de là, la Bosnie pouvait pas prétendre à 4000 choses. Dzeko a très rapidement sombré, rapidement sorti également pour des questions physiques. Et finalement, bah j'ai été assez surpris des USA, pas par la qualité de leur match, parce que c'est une équipe que j'attends pas mal au cours de la compétition, évidemment à la hauteur de leur statut, hein, je les attends pas comme j'attends la France ou l'Espagne, mais en fait pour moi j'ai été surpris parce que les USA sous Pochettino c'est une équipe qui a souvent assumé du déséquilibre, qui pouvait marquer mais qui pouvait beaucoup s'exposer. Au cours de cette rencontre où évidemment ça a été aidé par l'expulsion qui était obligé à revoir un peu tes plans tactiques, j'ai trouvé qu'on avait un USA peut-être un peu moins offensif qu'à l'habitude, mais peut-être un peu plus en contrôle de la rencontre. Donc franchement, c'est un match qui est plutôt prometteur pour eux, face désormais à la Belgique, il va falloir être valeureux, parce que les USA partiront comme outsiders, mais les Belges rassurent pas non plus à 100%, vous l'avez vu.
17e cette saison et la saison passée, Tottenham est doucement mais sûrement en train de se faire déclasser. Cependant, ils ne sont pas résolus à l'inaction, très loin de là, puisqu'ils vont mettre énormément de thunes sur la table et ça commence avec un transfert pour Tonali, le joueur de Newcastle qui est recruté pour 115 millions d'euros, la recrue la plus chère de l'histoire du club, et il faut ajouter à ça Matheus Fernandes, recruté en provenance de West Ham pour 98 millions d'euros. Oui, on dépasse déjà les 200 millions d'euros. Vraiment, il y a de l'action. Mais j'ai envie de parler un peu de Newcastle, parce que vous savez que Gordon est parti du côté du Barça pour 80 millions d'euros. Il faut ajouter les 115 millions d'euros de Tonali. Alors évidemment, on sait que Newcastle est sous le coup du fair play financier de la Premier League et qui devait un petit peu se séparer de certains joueurs. Mais ça commence à ressembler là aussi à un déclassement en termes de qualité d'effectif. Cependant, vendre Tonali 115 millions d'euros, même si c'est un bon joueur que j'aime bien, je dois vous avouer que je considère que c'est une excellente affaire. En fait, Tonali, c'est un joueur qui a des qualités, bien évidemment, déjà physiquement, vous le voyez, c'est un monstre athlétique. Ok, il est relativement fiable, il apporte du surnombre devant, mais quand je vous parlais hier de Anderson à 130 millions d'euros, ça choquait les gens, mais Anderson, il est plus jeune, il est plus talentueux, et moi je suis pas du tout choqué pour Anderson à 130 millions d'euros, comme je suis choqué d'un Tonali à 115 millions d'euros. En tout cas, on pourra pas reprocher à Tottenham de sombrer sans rien faire, en espérant que ces investissements pour reconstruire le milieu de terrain portent leurs fruits, parce qu'ils sont onéreux. C'est un héros de cette Coupe du Monde 2026, c'est Barry, c'est quand même 3 buts en 4 matchs, des prestations ultra complètes et sans doute l'un des éléments les plus fiables du Maroc, et son été s'annonce absolument formidable parce qu'en plus de ça, ce qui doit déjà le faire bien kiffer, eh bien il rejoint le Bayern Munich, excusez-moi du peu, pour 50 millions d'euros, un transfert relativement important. Alors c'est Barry, je vais pas vous mentir, moi c'est un joueur que je connais relativement peu parce que je le connais avant tout de la sélection marocaine. Il évoluait au PSV et évidemment sa valorisation qui monte à 40 millions d'euros et qui entraîne le transfert à 50 millions d'euros, c'est pas anodin, ça vous montre quand même que c'est un élément de qualité, mais de mon côté, c'est pas un joueur que j'ai vu évoluer 150 fois. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai pu profiter de ce mondial pour me dire que c'était un sacré joueur, qui avait de bonnes qualités. Moi, j'apprécie le fait qu'il ait un gros gabarit, mais que ça ne l'empêche pas d'avoir une certaine agilité. J'aime bien son bagage technique, il montre qu'il est capable de stater, il l'a également montré du côté du PSV, mais c'est pas un joueur que je connais bien. Évidemment, je regarde pas le PSV tous les week-ends, comme vous pouvez vous en douter. Donc si vous êtes spécialiste du PSV ou du football marocain, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ces Barry, parce que pour le coup, il faut éclairer ma lanterne. Une chose est sûre, il y a de la concurrence du côté du Bayern de Munich, mais tu poses pas non plus 50 millions d'euros de façon complètement anodine, surtout que le Bayern est pas un club de première ligue qui lâche cette somme pour tout et n'importe quoi. Donc je suis très curieux de voir la suite, mais une chose est sûre, lui, il connaît un été qui est absolument formidable. Terminé pour ce long journal du jour cet après-midi, j'ai pas encore tranché. En fait, j'ai des sujets sur d'autres sélections, j'ai des sujets un peu poil à gratter sur l'équipe de France. Faut juste que je me décide, est-ce que je parle beaucoup de la France et j'assume que on est en France, we speak French, tu vois un petit peu l'idée comme dirait l'autre, mais j'ai aussi envie de parler d'autres sélections, donc franchement, j'ai les deux sujets prêts, je sais exactement les techs que je veux avancer, faut juste que je tranche avec moi et moi-même, je vais me mettre face à une glace, je vais débattre et on verra qui va gagner. Je vous donne rendez-vous cet après-midi aux alentours de 17h, kiffez bien vos matchs, salut.